Eh bien, bienvenue dans les méthodes et commençons par la toute première qui consiste à déterminer les positions relatives de droite et de plan. Donc, sur le schéma ci à côté, nous avons un plan P et on considère dans ce plan P le cercle C qui a de diamètre AB et soit delta, ici, la droite qui est orthogonale à P en A et D, un autre point de la droite delta qui est distinct de A. On considère aussi un point M qui appartient au cercle C qui est distinct de A et de B. Les questions sont les suivantes. Premièrement, montrer que la droite delta est incluse dans le plan MAD. Montrer que BM est perpendiculaire à AM et orthogonal à delta. Et enfin, montrer que BM est perpendiculaire à DM. Donc c'est une méthode, c'est donc l'endroit où j'explique un peu comment faire. Mais si vous avez une idée déjà par vous-même, arrêtez la vidéo et démarrez. Faites l'exercice par vous-même, c'est d'autant mieux. Allez-y, je vous laisse faire. Si pas, revenez dans quelques secondes pour les conseils. Alors, les conseils, pour les points 2 et 3, ils sont simples. En 2, il faut se rappeler un théorème qu'on a vu en quatrième. Et en 3, il faut démontrer finalement que BM est orthogonal au plan MAD. Voilà. Peut-être qu'avec ces conseils, vous savez démarrer si vous n'avez pas fait précédemment. Sinon, revenez tout de suite, je vous explique comment. Alors, il faut montrer en 1 que la droite delta est incluse dans le plan MAD. Donc, delta est ici, le plan MAD est celui-là. Comment peut-on montrer que la droite est incluse dans un plan? Eh bien, le plan MAD, il est bien défini par les trois points M, A et D. La droite delta, quant à elle, est la droite ici, qui est orthogonale au plan P. Cette droite, comme on l'a vu, perce le plan P en A, et D est un point de cette droite. Donc on a deux points, D et A, de la droite, qui sont aussi des points du plan. Donc comme deux points définissent une droite, eh bien on aura que la droite est contenue dans le plan. Donc la droite delta est dans le plan DAM. Petit 2, il faut montrer que BM est perpendiculaire à AM et orthogonal à delta. Alors, d'une part, on voit dans le cercle C, ici, que le triangle AMB est inclus dans ce cercle. Il est inscrit dans ce cercle. D'autre part, AB est un diamètre. Donc nous avons un cercle, ici un triangle qui est inscrit dans un cercle, et dont d'un côté le diamètre du cercle, le triangle est donc rectangle en M, et donc nous avons que BM est bien perpendiculaire à MA. D'autre part, comme delta était défini comme étant orthogonal au plan P, la droite delta est orthogonale à toute droite du plan, et en particulier au segment MB. Donc voilà, ça nous démontre le point 2. Pour le 3, montrer que BM est perpendiculaire à DM, eh bien nous venons de montrer que BM était orthogonal à delta, d'accord, était perpendiculaire à AM, donc on a que c'est orthogonal à tout le plan ici D1M, et donc en particulier BM sera orthogonal ou perpendiculaire, même dans ce cas-ci, puisque c'est des orthogonales dans un même plan, sera orthogonal ou perpendiculaire à DM. Voilà, c'est tout pour cette méthode, j'espère que c'est clair, et on peut passer alors à la deuxième. Alors, dans le point 2, on va déterminer les coordonnées de points dans un repère. Donc on considère un repère de l'espace, OIJK, et les points A, B et C dont les coordonnées sont indiquées. Premièrement, on veut démontrer qu'il existe un unique point G tel que GO plus 2GA plus 3GB plus 6 fois le vecteur GC est égal au vecteur nul. 2. Soit H le point tel que le vecteur AO est égal à 3 fois le vecteur AH et I le milieu de HB. On veut déterminer les coordonnées de H et de I. Et enfin, troisièmement, on veut montrer que G est le milieu de CI. Voilà. Donc si vous avez une idée, partez tout de suite. Sinon, restez pour les conseils. Alors les conseils sont ceux-ci. Pour le petit 1, il faut rechercher G à l'aide de ses coordonnées. Donc on va lui donner des coordonnées X, G, Y, G, Z, G, et on va les trouver grâce à l'égalité entre vecteurs. 2. Pour trouver les coordonnées du milieu de CI, bien, on va les trouver en utilisant ce qu'est un milieu, et puis on va le comparer à celle de G. J'espère que vous avez su faire l'exercice avec les quelques conseils qui étaient donnés. Si pas, regardez simplement la correction ici, je vous montre comment faire. Donc dans les données, nous avions le point A qui a pour coordonnées 0, 0, moins 1, le point B qui a pour coordonnées 1, 1, 1, et le point C qui a pour coordonnées moins 2, 0, 3.
Et donc on veut trouver, on veut voir s'il existe finalement un point G à qui on va donner comme coordonnées générales x, y, z. On pourrait ici mettre le G en bas juste pour préciser que c'est bien le point G. Ça n'est pas fondamental. Donc dans la plupart des calculs, j'oublierai le petit g, quitte à le remettre par après, à la fin du calcul. Voilà. Et donc on veut savoir si on peut trouver des coordonnées uniques pour ce point G, telles que, tel que le vecteur GO plus 2 fois le vecteur GA plus 3 fois le vecteur GB plus 6 fois le vecteur GC est égal au vecteur nul. Donc grâce à cette équation, nous pouvons exprimer les coordonnées. Donc GO c'est aussi moins OG. J'écris tout par rapport au centre du repère, à l'origine du repère, en utilisant la loi de Chasles. Donc je vais avoir ici plus 2 fois OA moins 2 fois OG. Ça vient de là. Plus 3 fois OB moins 3 fois OG. Plus 6 fois OC moins 6 fois OG. Et ça est égal au vecteur nul. Autrement dit encore, je suis en train de chercher ici les coordonnées du point G, qui sont x, y, z, qui satisfont à cette équation vectorielle. Alors je remplace, si vous voulez, ici les vecteurs maintenant par leurs coordonnées, et ça va donc nous donner qu'on a moins x, y, z. Et alors on l'a combien de fois? Alors si je regarde avec moins OG, moins 2 OG, moins 3 OG, moins 6 OG, donc j'ai moins 6, moins 3, ça fait moins 9, moins 2, ça fait moins 11, moins une fois encore là, ça fait moins 12. Donc je vais avoir en fait moins 12 fois x, y, z, d'accord? Plus 2 fois OA, qui sera donc plus 2 fois les coordonnées du point A sont 0, 0, moins 1, plus 3 fois OB, c'est-à-dire 3 fois les coordonnées 1, 1, 1, plus 6 fois OC, c'est-à-dire plus 6 fois moins 2, 0, 3, qui sera égal au vecteur nul, c'est-à-dire à 0, 0, 0. Et on cherche les x, y, z qui satisfont à ça. Eh bien, ça nous fait 3 équations à 3 inconnus, que je peux laisser sous forme matricielle pour travailler, c'est parfois plus simple. Et donc je vais écrire que, en faisant passer moins 12 x, y, z à droite, ça fait donc 12 fois x, y, z, qui sera égal à ce qui est à gauche. Alors j'y vais progressivement. 2 fois 0, 0, moins 1, c'est 0, 0, moins 2. Plus 3 fois 1, 1, 1, c'est 3, 3, 3. Plus 6 fois moins 2, 0, 3. Ça nous fait moins 12, 0, 18. J'additionne tout ça. Donc 0 plus 3 moins 12, ça fait moins 9. 0 plus 3 plus 0, ça fait 3. Moins 2 plus 3 plus 18, ça fait 19. Et donc ça est égal à 12 fois x, y, z. Donc en finale, si je renverse maintenant cette équation, ce que je vais avoir, c'est que x, y, z, qui est écrit à droite, je l'écris simplement à gauche, sera égal à ce qu'il y avait à gauche divisé par 12, c'est-à-dire 1 douzième de moins 9, 3, 19. Et donc, on a bien que les coordonnées x, y, z sont définies de façon unique, telles que x de g est égal à moins 9 douzièmes, yg est égal à 3 douzièmes, et zg est égal à 19 douzièmes. Alors, je peux encore bien sûr simplifier un petit peu, puisque moins 9 douzièmes, tout ça est divisible par 3, ça fait moins 3 quarts. Pour YG, je peux aussi tout diviser par 4, ça nous donnera, pardon, je peux tout diviser par 3, ça nous donnera 1 quart. Et pour ZG, là par contre, je ne peux pas diviser, le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseur commun.
Voilà, donc on aura en finale, xg est égal à moins 3 quarts, yg est égal à 1 quart, et zg est égal à 19 douzièmes. Ce sont les coordonnées du point G qui satisfont l'équation qui avait été donnée. Voilà, passons alors au 2. Pour la partie 2, on cherche le point H tel que le vecteur AO est égal à 3 fois le vecteur AH, et I est le milieu de HB. Donc voici, j'ai renoté les coordonnées de chacun des éléments ci-dessus, vous les voyez. Et donc, ce qu'il nous faut déterminer, c'est les coordonnées du point H. Alors, si je réécris l'équation sous cette forme, donc 3AH est égal à AO. De nouveau, j'utilise la relation de Charles pour passer partout par l'origine du repère, ce qui permettra d'exprimer le vecteur OH directement en fonction de ses coordonnées. Et disons que le point cherché, H, a pour coordonnées XH, YH, ZH. De nouveau, pour l'instant, je vais laisser tomber les H, travailler avec X, Y, Z, et je récupérerai les H à la fin pour ne pas compliquer l'écriture. Donc on va avoir, par la relation de Charles, que AH, ce sera donc 3 fois, ici, OH moins OA, qui est égal à AO, c'est-à-dire à moins OA. De cela, je peux tirer que 3 fois OH sera égal à moins OA, moins 3 fois OA qui vient de gauche et que je fais passer à droite, donc plus 3 fois OA. Donc 3OH sera égal à 2OA. Et donc OH sera égal à 2 tiers de OA. En termes de coordonnées, ça voudra bien dire que XH, YH, ZH seront égales respectivement à quoi? 2 tiers de OA, donc 2 tiers des coordonnées de A, ce qui veut dire 0, 0, et moins 1 fois 2 tiers, moins 2 tiers. Donc voilà les coordonnées du point H. Qu'en est-il maintenant du point I, milieu de HB? Alors, si I est milieu de HB, et si l'on donne à I les coordonnées XI, YI, ZI, cela voudra donc dire que XI, YI, ZI est égal à la moitié de la somme des coordonnées des extrémités. D'accord? Donc ce sera la moitié de XH plus XB. Ça c'est par définition que nous avons, enfin par définition, dans les rappels, c'est une propriété qu'on peut démontrer aisément. On va avoir YH plus XB et on va avoir ZH plus ZB. Hop, ce qui nous fait. Alors, on vient de calculer H. Donc c'est facile, X, Y, Z, il suffit de les remplacer par 0, 0 moins 2 tiers. Et X, B, Y, B, Z, B sont donnés là plus haut, ils valent chacun 1. Donc plus 1, plus 1, plus 1. Hop, ce qui me fait 1 demi, 2. Alors 0 plus 1, 1. 0 plus 1, 1. Moins 2 tiers plus 1, ça fait 1 tiers. Et donc les coordonnées de I sont XI, YI, ZI, respectivement égales à 1 demi fois 1, c'est 1 demi. 1 demi fois 1, c'est 1 demi aussi. Et 1 demi fois 1 tiers, on multiplie le numérateur, ça fait 1. On multiplie le dénominateur, 2 fois 3, ça fait 6. Donc 1 sixième. Ça nous donne les coordonnées de I. 1 demi, 1 demi, 1 sixième. Alors, dans le petit 3, on nous demande de montrer que G est le milieu de CI. Alors, G, je vous l'ai noté ici, avait été déterminé plus haut. C était donné dans l'énoncé. Et I, nous venons de le calculer ici au paragraphe précédent 2. Donc voilà, il n'y a plus qu'à calculer. Donc pour calculer le milieu de CI, eh ben on va appeler ce point J. Donc soit J, milieu de CI. Ces coordonnées seront XJ, YJ, ZJ égale à, alors comme c'est le milieu, de nouveau, c'est la moitié de la somme des extrémités, en coordonnées par coordonnées. Donc ça va être moins 2 plus 1 demi, 0 plus 1 demi, et 3 plus 1 sixième. Ce qui nous fait, alors 1 demi de
Moins 2 plus 1 demi, ça fait moins 4 demi plus 1 demi, ça fait bien moins 3 demi. 0 plus 1 demi et 1 demi divisé par 2, ça fait un quart. Et 3 plus 1 sixième, je mets tout en sixième, ça fait 18 sixièmes plus 1 sixième, 19 sixièmes. 19 sixièmes divisé par 2, ça nous fait 19 douzièmes. Voilà. Alors j'ai fait des choses et que j'ai pas fait partout. Donc j'ai fait, voilà, là j'ai déjà tout divisé par 2. J'ai fait 0 plus 1 demi divisé par 2 qui fait un quart. Là j'ai fait 3 plus 1 sixième, ce qui me faisait 19 sixièmes divisé par 2, ça fait 19 douzièmes. Mais là je n'ai pas divisé par 2. Donc j'ai fait moins 2 plus 1 demi, ce qui fait moins 4 demi plus 1 demi, ça nous faisait moins 3 demi, fois 1 demi, ça nous faisait moins 3 quarts. Et en faisant ça, je peux effectivement supprimer le 1 demi qui était devant, puisque je l'ai fait pour tout le monde. Voilà. Et donc ça nous donne, en finale, que G, qui était donné ici plus haut comme moins 3 quarts, 1 quart, 19 douzièmes, est bien égal à J, qui est égal à moins 3 quarts, 1 quart, 19 douzièmes. Donc le point G coïncide avec le point J, milieu de CI. Et nous avons fini cet exercice. Donc voilà, c'était un petit exercice sur les vecteurs, juste pour s'habituer à déterminer les points, etc., qui nous intéressent. Voilà, donc ça termine cette méthode. Oh, reposez-vous un tout petit peu, et puis on se voit pour la troisième. A tout de suite. Alors, voici la troisième méthode qui consiste à trouver les coordonnées du point d'intersection d'un plan et d'une droite. Donc on considère un plan P dont une équation cartésienne est donnée par x plus 2y plus z moins 1 égale 0, et une droite D dont les équations paramétriques sont x est égal à 2 plus lambda, y est égal à 1 plus lambda, z est égal à 5 plus lambda. Premièrement, on demande de déterminer un vecteur directeur et un point de D. Deuxièmement, on demande de déterminer les coordonnées de l'intersection de la droite D et du plan P. Voilà. Bon, les questions sont claires. Si vous savez déjà comment répondre, allez-y. Sinon, je vous donne là deux petits conseils, enfin un petit conseil même. Pour déterminer les coordonnées de l'intersection de la droite et du plan, eh bien, on peut jouer de deux façons différentes. On a des équations cartésiennes et paramétriques. Et l'objectif ici, puisqu'on a écrit la droite sous forme paramétrique, c'est de trouver les valeurs de lambda, ou la valeur de lambda, qui donnera la solution. Si on n'en trouve pas, cela signifie que D est parallèle à P, mais non incluse. Et si on en trouve une infinité de valeurs pour lambda, ça voudra dire que D est parallèle à P, mais inclus au plan P. D'accord? Si par contre on ne trouve qu'une seule valeur pour lambda, c'est que la droite perce le plan en un point unique. Et voilà, on répond ainsi de façon complète à la question. Ok? Donc allez-y. Et puis si ça ne va pas, de toute façon, revenez voir dans quelques instants. On corrige ensemble. Alors, pour la sous-question 1, détermine un vecteur directeur et un point de D. Ça, c'est très facile à partir de la donnée des équations paramétriques de la droite, qu'on peut réécrire de cette façon. X est égal à 2 plus lambda fois 1. Y est égal à 1 plus lambda fois 1. Et Z est égal à 5 plus lambda fois 1. Et lorsque l'on écrit les équations paramétriques comme cela, on sait que le point par lequel passe la droite sont données par les coordonnées ici que je viens de mettre en évidence, donc 2, 1, 5. Donc le point qu'on considère est simplement 2, 1, 5, appelons-le A, de coordonnées 2, 1, 5. Et un vecteur directeur sera toujours donné U par les coefficients du paramètre lambda. Donc les coefficients du paramètre lambda, ici, c'est 1, 1 et 1, pardon. Voilà, 1, 1 et 1 qui sont ici. Donc ce sera le vecteur directeur de la droite. Ça, c'est, je vais dire, par réécriture d'une équation paramétrique, on trouve ça directement. Voilà. Ça nous donne les coordonnées du vecteur directeur, ici, tandis que ça nous donnait le point par lequel passe la droite. Donc la situation, si je la schématise un tout petit peu, c'est celle-ci. Je suis dans un repère, alors je suis dans le plan là, O, I, J. Je ne fais pas la coordonnée K pour le moment, mais ça voudrait dire effectivement que j'ai un point
je ne le fais pas comme la réalité, hein, mais j'ai un point A là, et j'ai un vecteur directeur qui m'a été donné, comme ceci. Et donc la droite est définie par ce point et ce vecteur directeur. Savoir qu'il n'y a qu'une seule droite qui passe par ce point et qui a ce vecteur directeur U, donné par l'équation cartésienne. Et donc le vecteur directeur est bien donné par les coefficients ici, qu'il y a devant lambda, et le point A, il est là, c'est un point fixe qui est donné par 2, 1 lambda. Et à chaque valeur de lambda que je vais donner, en fait, je vais trouver un certain point M qui est sur la droite. Hein, si je donne un vecteur ici à lambda la valeur 1, je vais trouver que M est là. Si à lambda je donne la valeur 2, je vais trouver un point M' ici. Si je donne à lambda la valeur 3, je vais être là, et ainsi de suite. Je trouve tous les points de la droite en donnant différentes valeurs à lambda, en partant de A, en suivant le vecteur directeur auquel on donne différentes grandeurs, je trouve tous les points de la droite. D'accord? Donc on peut passer là, vous l'avez sans doute vu ainsi, d'une équation vectorielle aux équations paramétriques. Et de ces équations paramétriques, on détermine directement par quel point le plan passe et quel est un vecteur directeur de cette droite. Sous question 2, on sait que le plan a cette équation-ci et que la droite D dont on parlait, D, satisfaisait aux équations paramétriques qui étaient là. Et donc on essaie maintenant de déterminer les coordonnées de l'intersection de D et de P. Donc s'il y en a une, ça veut dire, voici par exemple le plan P. La droite D, on va la représenter comme ça, clac. Est-ce qu'elle perce ou pas le plan P? On ne sait pas d'avance, mais on peut dire que si elle le perce ici en un certain point I, ou P, comme vous voulez l'appeler, appelons-le I ici, voilà, eh bien on doit trouver que ce point I aura pour coordonnées XI, YI, ZI, un point qui doit être à la fois sur la droite D et dans le plein P, et dans le plan P. Donc ce point I de coordonnées XI, YI, ZI doit satisfaire les équations à la fois du plan et de la droite. Ce qui veut dire qu'il faut trouver le point X, Y, Z qui est commun aux deux. Alors, X, X d'après l'équation de la droite, c'est 2 plus lambda. Comme ce X doit aussi appartenir à l'équation du plan, je peux remplacer X par 2 plus lambda. Y, je vais le remplacer par les coordonnées de Y qui doivent être pour faire partie de la droite, c'est 1 plus lambda. Et Z, je vais le remplacer par aussi les coordonnées qu'il devrait avoir pour être sur la droite, ce qui va faire 5 plus lambda. Donc plus Z, qui fait 5 plus lambda. Alors attention, il ne faut pas le 5 devant. Hop, je le retire. Zo. Donc c'est bien ici, j'ai X, plus 2 fois Y, plus Z, moins 1, égale 0. Voilà, et je dois résoudre cette équation. Donc ça, c'est bien une équation telle que x plus 2y plus z moins 1 est égal à 0, qui est un type d'équation ici, qui est celle du plan, avec les x, y, z qui satisfont les équations de la droite. Donc avec ça, je dois trouver une valeur de lambda, si je la trouve, qui a priori va me donner les coordonnées du point d'intersection. Donc je résous cette équation. Alors distribuons d'abord tout, ça fait 2 plus lambda plus 2 fois 1 plus lambda, ça fait plus 2 lambda, plus 5 plus lambda, moins 1 égale 0. Et donc, je mets ensemble tous les lambdas, ça fait lambda plus 2 lambda, 3 lambda, plus lambda, ça fait 4 lambda. Je mets ensemble tous les termes indépendants, 2 plus 2, 4 plus 5, 9, moins 1, 8. Donc 4 lambda plus 8 est égal à 0. Ou encore, lambda est égal à moins 8 sur 4, c'est-à-dire moins 2. Donc je trouve effectivement ici que lambda prend une valeur unique, moins 2. Et ça me permet de déterminer les équations, le point d'intersection. Donc, I sera tel que xi, yi, zi sera égal à 2 plus, alors comme lambda vaut moins 2, ben moins 2. Ici, j'aurai que c'est égal à 1 plus lambda de nouveau, donc moins 2. Et z, i sera égal à 5 plus lambda qui vaut moins 2. Voilà. Et je trouve donc 0, moins 1, 3. Et donc le point qu'on cherchait, qui est à l'intersection de D et de P,
c'est le point I de coordonnées 0, moins 1, 3. Voilà. Et donc je peux conclure en disant que D perce P en le point I de coordonnées 0, moins 1, 3. Et voilà, ça termine cette méthode. Donc de nouveau, j'espère que tout ça vous a plu et que vous êtes encore en forme pour suivre la suite. Et je vous y attends avec impatience, donc ce sera la méthode 4. A tout de suite. Alors dans cette méthode, on veut déterminer les angles grâce au produit scalaire. Donc on considère un cube ici, sur le petit schéma, et I et J sont les centres de deux faces qui sont bien indiquées. Donc I est le centre de la face EFGH, et J, ici, est le centre de la face FBCG, pour I et J. Calculer la mesure des angles du triangle AIJ à 1 degré près. Voilà, c'est la question. Et donc pour ça, il va falloir effectivement utiliser le produit scalaire de deux vecteurs. Alors si vous savez comment faire, allez-y, faites-le par vous-même dès le départ. Sinon, je vous donne quelques conseils pour effectuer ça. Il faut se placer dans le repère orthonormé A, AB, AD, AE. Et on va calculer alors les coordonnées de I et de J qui sont les milieux des segments. Et enfin, on va utiliser l'expression analytique du produit scalaire, puis son expansion à l'aide du cosinus. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de résoudre ce problème. Donc essayez avec les conseils, sinon revenez écouter la correction dans quelques instants. Tout de suite. Voilà, donc pour résoudre cet exercice, on va se placer donc dans le repère orthonormé A, AB, AD, AE. Donc dans ce repère, A, c'est l'origine, on aura donc pour coordonnées 0, 0, 0. B, eh bien B joue le rôle de I. Donc, B est tel que le vecteur AB joue le rôle de I, donc la coordonnée de B, ce sera 1, 0, 0. AD va jouer le vecteur AD va jouer le rôle de J, donc le vecteur AD, où est-il? D est là, d'accord? Donc pour D, il aura pour coordonnée 0, 1, 0. Et enfin, on va avoir le vecteur AE qui joue le rôle de K, donc le point E lui-même aura pour coordonnée 0, 0, 1. Donc voilà, lorsqu'on se place dans ces repères orthonormés, voici les coordonnées des points qui nous intéressent. Puis ce qu'on a alors, c'est que I est le milieu de EG, ici, et le fameux point J dont on nous a parlé également est le milieu de BG. Voilà, donc le milieu, ça va être évidemment l'intersection des diagonales de chacune des faces, mais je ne dessine pas les deux pour le moment, je vous mets que I qui est là, et J qui est ici. Alors, I est le milieu de EG. J est le milieu de BG. Alors, dans notre paire, on a déjà déterminé les coordonnées de B et de E, ça on les connaît. Donc, pour avoir I et J, il nous faut encore déterminer les coordonnées de G. Alors, quelles sont les coordonnées de G? On voit que pour aller en G, il faut suivre le chemin AB plus BC plus CG. Donc, c'est une fois selon AB, une fois selon AD et une fois selon AE. Donc, G, il est pour coordonnées 1, 1, 1. Voilà. Et si I est le milieu de EG, ça veut dire que I va avoir pour coordonnées, eh bien, les coordonnées de E plus les coordonnées de G divisé par D. Donc ça va faire 0, 0, 1, plus 1, 1, 1, divisé par 2. Ce qui nous fait, comme coordonnées, 0 plus 1 divisé par 2, ça nous fait un demi. 0 plus 1 divisé par 2, ça nous fait un demi. Et 1 plus 1 divisé par 2, ça fait 2 demi, ça fait 1. Donc voici les coordonnées de I. Pour J, ça va être pareil. Comme c'est le milieu de BG, on va prendre les coordonnées de B qui sont 1, 0, 0. On va additionner les coordonnées respectives de G, ce qui fait 1, 1, 1. Je divise le tout par 2. Ça nous fait donc 1 plus 1 divisé par 2, 1. 0 plus 1 divisé par 2, 1 demi. 0 plus 1 divisé par 2, 1 demi.
Donc voilà, I a pour coordonnée 1 demi, 1 demi, 1, et J a pour coordonnée 1, 1 demi, 1 demi. Voilà, voilà. Ça répond à la première sous-question. Alors, pour continuer cet exercice, donc, il faut déterminer tous les angles du triangle AIJ. Ce triangle AIJ, je vous l'ai représenté ici en hachuré. Alors, pour déterminer tous les angles, ce qu'on sait qu'on va déjà avoir à faire, par exemple, pour déterminer l'angle A, on sait que par la règle du produit scalaire, on aura que le produit scalaire de AI par AJ sera égal au module de AI, c'est-à-dire à la norme du vecteur, sa longueur, fois la norme de AJ, fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux, et l'angle qui est entre AI et AJ, c'est bien l'angle A. Voilà. Et donc la détermination du cosinus de l'angle A pourra se faire dès que l'on connaîtra le produit scalaire de AI fois AJ, divisé par les normes respectives de chacun des vecteurs constituants. Donc divisé par la norme de AI, divisé par la norme de AJ. Voilà. Tout ce qu'il nous faut, c'est déterminer AI et AJ. Alors, à quoi sont égaux les vecteurs AI et AJ? Donc AI, c'est OI moins OA. Et on vient de déterminer. Un OI, le milieu de G, c'est 1 demi, 1 demi, 1. Moins OA, comme OA c'est l'origine, ça fait 0, 0, 0. Et donc on a le vecteur AI, c'est 1 demi, 1 demi, 1. Facile, comme coordonnée. Si je fais pareil pour le vecteur AJ, je trouve que le vecteur AJ, c'est OJ moins OA. Voilà. OJ, J, c'est le milieu de BG, donc c'était 1 demi, 1 demi, 1 demi. Pardon, c'était 1, 1 demi, 1 demi. Moins OA qui fait 0, 0, 0. Ça nous donne 1, 1 demi, 1 demi. Voilà. On a besoin de la norme de ces vecteurs. Donc la norme de AI, ça va être la racine carrée du carré des coordonnées. Donc 1 demi au carré, plus 1 demi au carré, plus 1 au carré. Ce qui nous fait 1 quart plus 1 quart, 2 quarts. 2 quarts plus 1, ça fait 4 quarts. Donc 2 quarts plus 4 quarts, ça fait 6 quarts. Donc je vais avoir la racine carrée de 6 quarts. Et la racine carrée de 6 quarts, je peux simplifier un tout petit peu par 2, ce qui va me donner la racine carrée de 3 demi. Voilà. Pour AJ, eh bien, vous pouvez vérifier par vous-même que si vous calculez la racine carrée de blablabla, vous allez obtenir la même chose. C'est racine de 3 demi. Ce qui veut dire que la norme de AI est égale à la norme de AJ. Les vecteurs ont la même longueur, c'est égal à racine de 3 demi. Et donc le triangle dont on parle est isocèle. Voilà une première chose claire. Ensuite, si maintenant je veux calculer le cosinus de l'angle A, comme je l'ai noté juste précédemment, ça va être le produit scalaire de AI fois AJ. Donc je vais faire le produit des coordonnées, 1 demi, 1 demi, 1 fois 1, 1 demi, 1 demi. Le tout divisé par le produit des normes, c'est-à-dire racine de 3 demi fois racine de 3 demi. Ce qui va encore me faire, alors, 1 demi fois 1 plus 1 demi fois 1 demi plus 1 fois 1 demi. Donc je réécris 1 demi fois 1 plus 1 demi fois 1 demi plus 1 fois 1 demi. Le tout divisé par racine de 3 demi fois racine de 3 demi, donc divisé par 3 demi. Ce qui nous fait, au final, 1 demi plus 1 quart plus 1 demi. Donc ça fait 2 quarts plus 1 quart, 3 quarts, plus 2 quarts, 5 quarts. 5 quarts divisé par 3 demi. Ce qui nous fait encore combien? Alors 5 quarts divisé par 3 demi, ça nous fait 5 quarts fois 2 tiers. Oui, alors je vous l'écris. 5 quarts fois 2 tiers, ce qui fait 10 douzièmes.
et 10 douzièmes, je peux simplifier par 2, ça nous fait 5 sixièmes. Voilà, donc avec tous les détails. Donc j'ai le cosinus d'un angle qui vaut 5 sixièmes. Pour trouver cet angle, cette fois-ci, il suffit, comme ce n'est pas une valeur remarquable, 5 sixièmes, il suffit de prendre la machine et de faire l'inverse cosinus ou arc cosinus en degrés. Cela va nous donner que l'angle A vaut 34 degrés. Voilà. Donc ça, c'est une première réponse à la question. Nous voulons connaître tous les angles du triangle. Il reste encore à connaître les deux autres. Il faut encore connaître l'angle I et sur l'angle J. Mais comme on a vu que le triangle AIJ était isocèle, et qu'en plus la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, on va avoir en fait que l'angle A plus l'angle I plus l'angle J, ça va être égal à 180 degrés. Comme c'est isocèle, on va avoir que les angles I et J sont les mêmes, donc on aura que A plus 2I sera égal à 180 degrés. Et donc, si je cherche I, j'aurai donc I sera égal à 180 degrés moins A divisé par 2. Donc 180 degrés moins 34 degrés, le tout divisé par 2, ça va me faire un angle de 73 degrés. Donc cet angle de 73 degrés sera bon pour I, mais ce sera aussi, comme on l'a dit, vrai pour l'angle J, puisque le triangle est isocèle. Et ça termine complètement l'exercice, donc les trois angles ont été déterminés. D'une part A, et d'autre part I et J, ici. Voilà. À tout de suite pour la prochaine méthode. Dans cette méthode, nous voulons trouver une équation cartésienne d'un plan médiateur. Donc le plan médiateur P d'un segment AB est le plan orthogonal à la droite AD et passant par le milieu de AB. Ça, c'est la définition du plan médiateur. Les questions sont les suivantes. On considère les points A de coordonnées 1, moins 1, 0 et B de coordonnées 0, 2, 1. On veut trouver les coordonnées du milieu I du segment AB, en déduire une équation du plan médiateur P de AB et vérifier que pour tout point M de P, on a bien que MA est égal à MB. Donc si tout est clair pour vous, allez-y. Sinon, petit conseil, pour pouvoir faire le 2, considérez bien que le vecteur AB est normal au plan P par définition. Ça va vous aider. Voilà, on se retrouve pour la correction dans quelques instants. Donc petit 1, ce qu'on nous demande de trouver, c'est les coordonnées du milieu I de AB. Ça c'est facile, comme on l'a fait jusqu'à présent. On sait que I, ça va donc être la moitié des coordonnées respectives. Donc les coordonnées de I, c'est les moitiés des coordonnées respectives des extrémités du segment. Donc ça va être 1 demi pour les coordonnées de A et de B. Donc 1 plus 0, moins 1 plus 2, et 0 plus 1. Ce qui va nous faire 1 plus 0, 1 divisé par 2, 1 demi. Moins 1 plus 2, 1 divisé par 2, 1 demi. 0 plus 1 divisé par 2, 1 demi. On a que le point I est défini ainsi par les coordonnées 1 demi, 1 demi, 1 demi. Pour la sous-question 2, on veut en déduire une équation du plan médiateur P de AB. Alors pour ça, il faut bien se rendre compte que le plan médiateur, donc c'est le plan orthogonal à la droite AB et qui passe par le milieu de AB, d'accord? Et la définition d'un plan orthogonal à une droite, on le connaît. En fait, on connaît l'équation d'un plan qui est déterminé par un vecteur normal. Si le vecteur normal a pour coordonnées A, B, C, on sait que les coordonnées des points du plan seront données par l'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Alors le vecteur normal dont on parle, bien c'est le vecteur AB. Que vaut le vecteur AB? Bien le vecteur AB c'est OB moins OA. Je peux donc écrire ce sont les coordonnées de B moins les coordonnées de A, donc 0 de 1 moins 1 moins 1, 0. Ce qui nous donne 0 moins 1, moins 1, 2 moins 1, 3, et 1 moins 0, 1. Donc moins 1, 3, 1. Ça, c'est le vecteur normal au plan. On a donc que l'équation cartésienne peut s'écrire comme moins 1 fois x, plus 3 fois y,
plus z plus d est égal à 0. Et pour déterminer d, bon, on a besoin d'un point de ce plan, d'accord? Et on sait que le plan passe par le point I, qui était le milieu du segment AB. Donc comme la droite passe par le point I, on peut remplacer les coordonnées x, y, z par celles du point I et trouver l'égalité. Donc le point I, rappelons-le, on a trouvé que ça valait 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc en remplaçant x, y, z par ça, et en égalant l'équation à 0, on va trouver d. On aura donc moins 1 fois 1 demi, plus 3 fois 1 demi, plus 1 demi, sera égal à moins d. Donc, d sera égal à quoi? Alors la somme ici, ça fait moins 1 fois 1 demi, ça fait moins 1 demi, plus 3 demi, ça fait 2 demi, 2 demi plus 1 demi, ça fait 3 demi, 3 demi est égal à moins d, donc d est égal à moins 3 demi. Et l'équation de la droite s'écrira donc, pardon, l'équation du plan médiateur s'écrira donc moins x plus 3y plus z moins 3 demi est égal à 0. Ça sera l'équation du plan médiateur. En petit 3, on va alors vérifier que pour tout point M du plan P, on aura que MA est égal à MB. Donc, pour tout point M du plan P, il faut maintenant vérifier que MA est égal à MB. Alors, pour montrer que MA est égal à MB, on peut utiliser la définition sur les distances. Donc, la distance MA, c'est donc la racine carrée de la différence des coordonnées des points A et M. Alors, comme A pour coordonnées 1, moins 1, 0, mais on aura donc 1 moins x au carré plus moins 1 moins y au carré plus 0 moins z au carré, ça c'est MA, devrait être égal à MB. Alors pour MB, comme B a pour coordonnées 0, 2, 1, on aura cette fois-ci 0 moins x au carré plus 2 moins y au carré plus 1 moins z au carré. Voilà, donc ça c'est l'égalité MA égale MB. Alors pour résoudre cette équation, il suffit de tout mettre au carré, d'accord, membre de gauche et membre de droite, ce qui veut dire que les racines carrées vont disparaître, et puis développer les parenthèses, hein, en utilisant les produits remarquables, etc. Donc je vais avoir 1 moins x au carré qui va me donner 1 moins 2x plus x carré, moins 1 moins y au carré, ça va me donner plus 1 plus 2y plus y carré, plus 0 moins z au carré, mais ça va faire 0 au carré plus 0z, 2 fois 0z plus z carré, qui sera égal à, alors, dans le membre de droite, élevé au carré, ça fait 0 moins x au carré, donc moins x au carré, ça fait x carré, plus 2 moins y au carré, ça va me faire 4 moins 4y plus y carré, et 1 moins z au carré, ça va me donner 1 moins 2z plus z carré. Alors, des petites simplifications immédiates peuvent se faire. J'ai x carré à gauche, x carré à droite, ça supprime. J'ai y carré à gauche, y carré à droite qui supprime également. Et j'ai les z carrés de gauche et de droite qui suppriment aussi. Ensuite, je vais faire passer tous les x à gauche. Qu'est-ce qu'il me reste là? J'ai donc moins 2x. J'ai les y, je fais tout passer à gauche aussi, donc j'ai 2y ici. Et j'ai le moins 4y qui, quand il va passer à gauche, me donne plus 4y. Les z, j'en ai ici combien? Alors, donc 0z ici et moins 2z qui passe à gauche, ce qui va nous faire plus 2z. Les termes indépendants, j'ai 1 plus 1, ça fait plus 2 qui est à gauche, et à droite, j'ai 4 plus 1, ça fait 5 qui passe à gauche, ça fait moins 5, égale 0. Ce qui me donne au final moins 2x
plus 2y plus 4y, ça fait plus 6y, plus 2z, plus 2 moins 5, ce qui fait moins 3, égale 0. Voilà. Donc si MA est égal à MB, je retrouve cette équation-ci sur les coordonnées x, y, z, donc sur les coordonnées du point M, qui sont bien celles du point M qui satisfont à l'équation du plan qui était donnée ici. Donc il s'agit bien du plan médiateur tel qu'on l'avait défini. D'accord? Ça et ça sont la même chose à un facteur 2. Donc si je divise la dernière équation, tous les coefficients par 2, ce que je peux faire dans le membre de gauche, eh bien j'obtiens l'équation qui était au-dessus. Et comme c'est égal à 0, le fait de diviser par 2 sur le membre de droite, ça ne change rien. Voilà. Et donc nous avons bien vérifié que pour tout point M du plan médiateur, on a que la distance de ces points aux extrémités du segment AB sont égaux. Ça généralise le concept que l'on avait à 2 dimensions. Voilà, et cela termine donc notre section sur les méthodes. Donc pour la suite, reposez-vous un petit peu, puis revenez en pleine forme pour les exercices qui vont démarrer sur les chapeaux de roue. Allez, à bientôt, courage!